Pour moi, tout a commencé en 2019. À cette époque-là, j'étais dans un van coloré. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais en voyage avec mon compagnon à travers la France pour aller rencontrer des projets. Notre voyage, on lui avait donné un nom, on l'avait appelé C'est pas des idées en l'air. L'idée justement, c'était d'aller rencontrer des personnes, des collectifs, des groupes qui n'avaient pas gardé leur idée en l'air et du coup qui l'avaient mise en pratique. Premier stop de notre voyage, à la Colporteuse dans les Deux-Sèvres. C'est chez nous. Mathieu, Mathieu Star. Mathieu est co-ordo de l'école Être Argentonné dont on parlera tout à l'heure et cofondateur de la Colporteuse. Donc à cette époque-là, je suis toujours dans mon voyage et quand on est parti avec Arnaud, on s'était dit ouais, le voyage c'est trop bien, le temps nous appartient, on fait ce qu'on veut et s'il y a un lieu qui nous plaît, on y reste le temps qu'on veut, le temps qu'on peut. Premier stop, la Colporteuse, on pensait qu'on n'allait jamais repartir. Bon, ce voyage, j'avais quand même très envie de le faire, donc on a continué, mais pour nous, la Colporteuse a été la capitale de la France pendant 2 ans. Et puis, au fur et à mesure de ce voyage, 2019, là, j'arrive à 3PA, je rencontre Antoine qui est dans la salle, et Frédéric Mathis, qui est cofondateur de 3PA, co-directeur de l'école Être l'Âge. Et quand on se rencontre, il me dit, Dorian, on a absolument besoin de quelqu'un qui va pouvoir nous aider à essaimer ce modèle des écoles ailleurs en France. Bon, moi, je lui dis, ok, vas-y, pas de problème. Mais surtout, je lui dis, et puis déjà, je comprends pourquoi il me propose ça, c'est qu'à ce moment-là, on a beaucoup d'associations de partout en France qui viennent sur notre petite école de Être l'Âge, et à chaque fois qu'elles viennent, toutes les personnes ont le même discours, c'est génial, et il faut absolument la même chose sur mon territoire. Donc on se dit, ok, comment on va passer d'une école à l'âge, toujours, à 25 aujourd'hui en France, comment on va faire pour que ces quelques jeunes de l'âge, qui seront pour nous les futurs professionnels de la transition écologique et sociale, il y en ait d'autres en France, voire à l'international. Simplement. En premier, je dis à Fred, écoute, pour commencer, il faut absolument que tu ailles dans les Deux-Sèvres. Bon, on regarde vite fait sur la carte où c'est. Et je lui dis, voilà, dans les Deux-Sèvres, il y a une asso qui s'appelle La Colporteuse, il faut absolument que tu vois ça. C'est la même que nous, mais un peu plus au nord. Effectivement, dans le grand nord de la Nouvelle-Aquitaine. C'est souvent plus froid qu'ici. Et du coup, nous, on s'était évertués avec 3 amis, après 14, 15, 20, à se dire, tiens, on pourrait avoir un lieu dans lequel on pourrait accueillir les gens à bras ouverts pour leur permettre de rêver les yeux ouverts. Et on était tombé sur une ruine qui est derrière, je l'ai devant, mais elle est là. Et il n'y avait rien. Il y a 17 ans, ça prenait l'autre partout. Et puis en 17 ans, grâce à plein de collaborations, coopérations, chantiers participatifs, partagés, faire ensemble, on a réussi à avoir un lieu qu'on appelle maintenant un écolieu où on peut dormir, manger, faire du miel, faire du savon, voir un concert, faire du chantier, faire du jardin, enfin bref, faire la vie. Et du coup, Dorian était passé avec son camping-car bleu 2 ans avant, par le Châtelet d'entrée, un camping-car classique, un peu vieux quand même, mais très sympathique, avec des petites plantes grasses derrière. Elle était rentrée dans le truc, et puis là, c'est pas en rentrant dans le château avec son camping-car qu'elle est revenue, c'est en passant un coup de téléphone. Elle nous dit, bah écoute Mathieu, là, je suis avec Fred, et vous faites depuis 17 ans la même chose que nous, mais pas avec la même sémantique. C'est-à-dire que vous accueillez des jeunes, vous faites des parcours avec eux, ça leur permet d'aller bien, de découvrir des choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer? Ils sont venus, là, ils ont passé la porte en vrai, on a pris une petite bière évidemment, et du coup ils nous ont parlé de leur projet. Et on s'est dit, tiens, on pourrait rejoindre un nouveau réseau. Il se trouve que la Colporteuse, elle est devenue centre socioculturel, donc elle est adhérente à la Fédération des centres socioculturels. On est également dans le réseau Rempart, un grand réseau national qui accompagne des structures à faire de l'éducation populaire sur les lieux patrimoniaux. On est également dans la coopérative des tiers-lieux, et puis on s'est dit, encore un nouveau réseau, ça sera un quatrième, est-ce que c'est vraiment judicieux? On va y passer du temps. Et en fait, oui, on ne regrette pas d'être dans 4 réseaux, parce que du coup, on se nourrit, on participe, on apprend, et surtout, on fait partie d'un tout. Et de nos petites idées qui sont sur un territoire très rural, on a l'impression de contribuer, comme une fourmilière, à une grande fourmilière au niveau national, en fait. Et ça fait du bien, ça permet de se sentir plus fort à plusieurs. Et ce que ça a fait aussi, c'est que, au bout de 17 ans, les gens qui sont peut-être autour de nous, on leur parle toujours de notre projet, faire ensemble, transition écologique, tiers-lieu. À un moment donné, ils ne comprennent plus, je pense que le message passe plus. Et arriver avec une force de l'extérieur, qui en plus a une utopie nationale, nos partenaires et nos élus nous ont écoutés encore plus. On dit, ah ouais, vous allez faire comme dans d'autres assos dans toute la France.
Et ouais, on avait des t-shirts et tout, ça claquait pas mal. Et du coup, ça a permis d'être crédible et de se prendre un peu plus au sérieux grâce au réseau Être. On est devenu organisme de formation, certifié Calliope, grâce du coup à l'apport de grandes techniciennes au début du projet. Alors, grande technicienne, c'est quand même un grand mot, parce que pour vous dire la vérité, moi en 2019, SMH, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais on a fait un peu semblant au début. On a beaucoup appris avec les premières écoles. Et on s'est beaucoup posé de questions, parce qu'au début, SMH, en 2019, il y avait quand même un peu moins de littérature qu'aujourd'hui. Et surtout, pas beaucoup de modèles sur lesquels s'inspirer, qui regroupaient la culture, le social, l'environnement, l'associatif. Donc on avait un peu un choix entre la franchise sociale, le label, les écoles en propre. Ça veut dire que ça serait nos propres salariés. On a pioché un peu dans tout ça. Aujourd'hui, on dirait que le réseau, il est plutôt hybride, parce que justement, il regroupe un peu des ingrédients de toutes ces recettes. Et surtout, la question, c'était, bon, là, on a trouvé la forme à peu près de notre SMH, mais qu'est-ce qu'on va essaimer? Parce qu'en fait, on a une école dans un tiers-lieu, dans un petit village à l'âge, mais de tout ça, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui pourrait être invariant d'une école à l'autre, qu'est-ce qui est duplicable? Parce qu'un projet, moi, c'est ce que j'ai appris pendant mon voyage en tout cas, c'est que un projet tel qu'il existe sur un territoire, faire exactement le même ailleurs, ça ne marchera pas, ou alors ça va être très compliqué. Donc il y avait tout cet enjeu-là, et en fait on a créé les piliers d'une école être, donc les invariants qu'on retrouvera partout en France, le fait que ça soit pour les 16-25 ans, que ça soit de la formation au métier manuel, que ça soit des formations gratuites, etc. etc. Et donc on a créé ces piliers qui se retrouvent partout, et à partir de là, chaque école a aussi apporté sa spécificité, son histoire, son savoir-faire, les spécificités de son territoire, etc. Les métiers auxquels ils allaient se rattacher, etc. Donc aujourd'hui, il y a 25-26 écoles en France, il y en a 10 qui se préparent chaque année, et c'est des assos indépendantes de 3PA. Donc il y en a qui avaient déjà une association existante au préalable, typiquement la colporteuse, et d'autres qui ont créé leur association exprès pour développer le modèle être. Dans ces 26 écoles, il y en a une bonne dizaine qui sont en Occitanie, parce qu'on a tout de suite été soutenus par la région Occitanie, et qui a aidé et qui facilite le modèle économique des écoles de la transition écologique en Occitanie, et on vise une école par département dans la région, on y est quasiment. Ça, c'était comment on a essaimé, et donc on a effectivement voulu pousser un peu plus loin et se dire, ok, donc on est en train de former des jeunes sur le territoire français à devenir des futurs professionnels de la transition écologique et sociale. Mais est-ce qu'on peut aussi imaginer d'aller proposer à des jeunes de devenir des ambassadeurs et des ambassadrices de la transition écologique et sociale, mais dans le monde? Et du coup, on a créé le projet Yama Être avec Judith. Oui, ambassadeur, je pense que c'est un mot qui plairait bien aux jeunes. Judith Comollet, elle est chef de projet à Madeira, qui est une des structures qui porte le projet Yama Être. Oui, je représente Madeira, qui accompagne les personnes exilées et réfugiées en France, et c'est dans ce cadre-là qu'on organise et coordonne le séjour Yama Être. Concrètement, le séjour Yama Être prend lieu chaque année dans le camping de Bordanova, avec 25 jeunes de 16 à 30 ans, avec 10 nationalités différentes, plus de 10 nationalités différentes, et qui viennent expérimenter ensemble les séjours qu'on appelle Vivre ensemble, et qui sont financés par Erasmus+. Et concrètement, donc c'est un projet européen, avec des jeunes qui viennent de toute l'Europe, mais au-delà aussi, puisque chaque association de France, d'Allemagne, d'Espagne et bientôt de Belgique viennent avec un groupe de jeunes étudiants et moitié personnes demandeuses d'asile ou réfugiés. Et on crée du coup ensemble ce groupe. Donc on arrive à l'âge, il faut s'imaginer des Allemands, des Espagnols, des Français, des Belges, des Vénézuéliens, des Colombiens, des Afghans, des Syriens, des Érythréens, des Sénégalais, du Cap-Vert, j'en oublie très certainement. Ça parle français, anglais, espagnol, allemand, dari afghan, dari persan, arabe et d'autres dialectes encore. Et donc le gros challenge, peut-être que vous l'aurez compris, c'est d'arriver à créer une expérience commune et unique à partir de toutes ces langues-là. Et en fait, on arrive à relever ce challenge chaque année
avec 3 clés essentielles à mon sens. La première qui est la vie quotidienne sur le lieu et les tiers-lieux le tiers-lieu de Bordanova. Je pense que c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais vider des toilettes sèches, ça crée des liens. Donc ça, c'est le premier point essentiel, une tâche quotidienne qui va créer un langage universel où il ne va pas y avoir besoin de mots pour comprendre ce qu'il faut faire. Et donc là, les jeunes, ils vont commencer à tisser des liens entre eux sans parler. Le deuxième point essentiel, c'est la pédagogie des ateliers des écoles êtres, auxquels du coup on participe pendant ces 15 jours-là. Et là, en fait, on participe à des ateliers techniques gérés par des professionnels qui connaissent leur métier par cœur. Et en fait, encore une fois, on n'a pas besoin de mots pour apprendre ensemble. Et là, il y a encore un langage universel qui se crée par la répétition des gestes, le mimétisme. Voilà, pour le jardinage, la menuiserie, s'il y a une planche, voilà, tout ça, ça se fait. Et ça crée encore des liens entre les jeunes. Et ensemble, on arrive à construire ce langage commun tout au long du séjour. Le deuxième point dans cet élément essentiel, c'est le temps qui est alloué à la traduction. À Bordanova, les équipes l'ont bien compris, et les équipes, même si le staff devient un peu fou au bout de 2 semaines, c'est vrai, parce qu'on switch entre 5 langues, quoi. Mais en fait, il n'y aurait pas d'interculturalité si on ne prenait pas le temps. Donc même si ça prend 30 minutes de dire bonjour, comment ça va, et d'avoir une réponse collective, on le prend. Et en vrai, c'est un défi que les équipes, elles relèvent avec le sourire et avec enthousiasme. On a l'impression qu'il n'y a vraiment que jamais rien n'est vraiment un problème. Et ça, c'est vraiment agréable. Et c'est ce qui crée l'inclusivité entre les jeunes et le fait qu'on inclut tout le monde et toutes les nationalités, tous les langages, peu importe les parcours, les langues et les nationalités différentes, qui sont des barrières à la base. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à l'investissement humain, l'enthousiasme qui y est mis, mais aussi la disponibilité. Et ça arrive à mon 3e point essentiel, qui est ce que j'appelle la fourmilière humaine. C'est-à-dire qu'à Bordanova, il y a entre 30 et 40 personnes qui gravitent pour faire plein de choses, mille et variées. Et ça crée un puits d'opportunités pour les jeunes, assez fou, parce qu'ils peuvent un puits d'apprentissage, un puits de connexion. Une idée peut devenir un projet en 1 minute. À titre d'exemple, on a une bénévole un jour qui passe, puis on discute, et je lui présente un peu le projet Yama, puis je lui parle de Najiboullah, qui est un demandeur d'asile afghan qui est arrivé en France il n'y a pas longtemps, qui sait ni lire ni écrire, ni parler français, ni parler anglais. Donc un participant où clairement notre attention est forte pour essayer de créer une expérience unique pour lui. Et en fait, elle me dit qu'elle est prof de français. Voilà. Du coup, 1 heure après, à l'ombre d'un magnifique arbre, il y a Najiboullah et la prof de français qui font un cours de français. 2 heures après, il y a Najiboullah qui vient me dire sa première phrase en français. Et voilà, c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui rend ce lieu si spécial. C'est cet investissement et qui crée l'inclusivité. Et voilà, et c'est grâce à ces 3 points, donc la vie quotidienne, la pédagogie des ateliers êtres et l'investissement humain, que le Bordanova réussit à relever ce grand défi de rassembler quand même chaque année 25 personnes qui ont plein de barrières entre elles. Et ensemble, on arrive à construire un séjour, des souvenirs uniques, une expérience commune, qu'ensuite les jeunes vont retranscrire dans les différents festivals d'autres tiers-lieux en France, en Allemagne et en Espagne. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour, on verra une école naître en Espagne, ou peut-être même au Sénégal. En tout cas, le potentiel est là, et c'est ce qui fait de Bordanova un tiers-lieu assez spécial. Ouais.